dans la réalisation d'investissements avec les moyens des riches, mais aussi les moyens des pauvres, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc tout ça montre que il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui représente un sens supérieur pour eux, qui les pousse à participer à ces investissements et donc contribuant ainsi à la réalisation de ce que j'appelle une confrérie au fabuleux destin, c'est-à-dire qui veut se donner un destin fabuleux, qui veut le montrer par des investissements, qui veut le montrer par des investissements aussi utiles, mais aussi beaux, grands, qui sont des victoires de la religion. Est-ce que cela ne veut pas dire quelque part que il doit être possible pour nos États, au lieu d'attendre tous des financements du FMI, de la Banque mondiale et des autres partenaires financiers, alors qu'on sait les contraintes que ça peut avoir, souvent ils n'investissent pas là où ils ne peuvent pas retirer de l'argent. Est-ce que pour certaines œuvres publiques, comme certaines routes, des hôpitaux, des postes de santé, il ne faudrait pas revoir le modèle? Comment faire pour convaincre les Sénégalais à mettre leur argent dans ces genres de financement? Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être véritablement envisagé. Je travaille dans une ONG, Enda Tiers Monde. Mais dans beaucoup d'investissements que nous faisons pour les populations, nous demandons aux populations de contribuer. Et ils le font. Et ils le font. Parce qu'ils considèrent que ça représente un vrai intérêt pour eux et que c'est pas de l'argent même à contrôler et tout ça. Mais au Sénégal, et le Sénégalais est fondamentalement religieux, si on veut arriver à cela, il faut que les projets qui sont initiés, qu'on leur donne un sens religieux. Mais plus globalement, je pense qu'on a besoin d'une vraie refondation de notre État pour lui donner un habillage qui peut permettre aux Sénégalais de s'incarner beaucoup plus dans nos institutions, d'avoir beaucoup plus confiance en elles. Parce que nos institutions ne nous ressemblent pas. Nos institutions ne nous ressemblent pas. Je pense que des livres et des ouvrages entiers ont été consacrés à cette question. Nous avons un État importé qui essaie de se greffer à notre société. Il a une histoire violente avec nous. C'est un État colonial qui s'est imposé. Même quand on dit l'impôt, on nous demande de payer l'impôt. Mais même cette histoire de l'impôt, c'est une histoire de violence, même après la colonisation. Absolument. Donc les gens ne paieront jamais l'impôt comme ils payent la ADIA ou les dons pieux. Jamais, parce que c'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même logique. Et aujourd'hui, on voit que les ADIA prennent le dessus, mais sur l'impôt. Et je pense que si on veut changer les choses, il faut avoir un nouveau contrat social qui pousserait les Sénégalais à être beaucoup plus confiants par rapport aux investissements que l'État a, aux projets étatiques, aux projets de société plus globalement. Alors, un bijou qui a été construit avec des fonds internes, vous l'avez dit tantôt, mais aussi avec l'expertise des fils du Sénégal. On parlait tantôt de Marianne Seck Tall qui a conduit ces travaux-là. Oui. N'est-ce pas une leçon à nos dirigeants qui servent toujours l'expertise du côté de l'Occident pour les grands travaux? Oui, un exemple pour les jeunes et un exemple pour les femmes. Donc Marianne, c'est aussi ce qu'elle représente. Et nous la félicitons, nous félicitons aussi ses parents. Mais je pense qu'elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres ressources humaines sénégalaises qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, qui n'était pas facile à réaliser, qui avait besoin de prouesses techniques déjà que le terrain n'était pas très favorable. Donc il a fallu faire 800 micropieux qui sont des structures qui peuvent permettre d'aller jusqu'à 20 mètres de profondeur pour asseoir l'infrastructure et éviter que l'eau soit une contrainte. Donc il y a eu des architectes sénégalais, il y a eu tous les dirigeants, les contremaîtres et tout, et les ouvriers. Donc voilà, c'est aussi une réalisation proprement sénégalaise. Évidemment, il y a eu pour certains métiers des gens qui sont venus d'ailleurs pour appuyer et faire aussi le transfert de technologie, mais
Mais globalement, on peut considérer que c'est une prouesse technique sénégalaise réalisée par des Sénégalais. Et sous cette dimension, c'est aussi quelque chose qui me paraît très important. Il y a ce que Hassan dit, il y a des raisons de faire confiance aux jeunes Sénégalais, à l'expertise sénégalaise, mais à travers cette jeune dame, à travers tous les jeunes Sénégalais qui ont travaillé dans ce chantier, on peut se dire quelque part que c'est aux Sénégalais finalement de se dire qu'on peut le faire, montrer ce qu'on sait faire. Moi, je pense surtout que c'est l'État, c'est à l'État de changer de paradigme. Les Sénégalais savent ce qu'ils peuvent faire. Ils le font tout le temps. Mais il faut que l'État leur fasse confiance, que l'État les renforce, que l'État nous aide à nous éduquer en nous donnant plus confiance, en ayant confiance en nous-mêmes. Et donc pour moi c'est une dimension très importante et un enseignement très important de l'inauguration de Massalikul Jinan, mais aussi de tous les investissements qui sont faits en milieu mouride. On va voir l'université, ça va être une très grande prouesse également, puisque elle est encore plus grande que la mosquée, et elle est encore plus chère, presque le double. Donc on est dans une démonstration et une expérimentation d'un modèle de développement que on devra apprendre à connaître, à théoriser, et donc à adopter. Vous dites modèle de développement. Aujourd'hui, on sait que la grande mosquée de Touba, par exemple, l'infrastructure est entretenue par des talibés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des raisons d'avoir peur, par exemple, pour l'entretien de Massalikul Jinan ou bien pour l'entretien de la future université, quand on sait que quand même l'entretien de telles infrastructures, ça coûte assez cher? Je n'ai aucune crainte par rapport à ça, parce que on l'a vu avec toutes les infrastructures déjà construites dans la confrérie, que la prise en charge de l'investissement par la confrérie, elle est totale. Donc toutes les infrastructures sont très bien entretenues, et ne l'oublions pas, tous les gens qui l'entretiennent, ils s'organisent en daïra. Oui. Ils trouvent leurs propres moyens parfois pour être capables d'entretenir par exemple la grande mosquée de Touba, de donner à manger aux gens, de s'organiser pour donner à boire aux gens. Tous les autres daïras fonctionnent comme ça. Donc cela veut dire qu'il y a une volonté d'auto-organisation, d'efficacité, qui est une marque de fabrique chez les mourides. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Massalikul Jinan ne doit pas être l'élément déclencheur de cette rupture, de ce Sénégal qui se prend en main? Vous avez l'audace, j'espère que nous l'aurons tous, pour croire que effectivement, nous avons un des moteurs de la société sénégalaise, la confrérie mouride. Elle n'est pas la seule, elle n'est pas le seul moteur. Mais on a besoin de connaître ces moteurs-là. Nous avons consacré depuis presque 30 ans beaucoup d'études à ces moteurs-là, à ces spécificités de groupes de la société sénégalaise. Et d'ailleurs, qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Il y a une sorte de capacité d'auto-organisation qui est très forte chez les Africains, mais qui est en décalage par rapport aux structures étatiques, aux logiques étatiques. Et souvent on les dévalorise. On dit c'est l'informel, c'est voilà. Donc pour moi c'est ce complexe-là qu'il faut changer. Et ce qui s'est passé à Massalikul Jinan, c'est sans doute une grande surprise pour beaucoup de Dakarois, mais pour tous les gens qui vont au Magal de Touba, qui ont l'habitude d'aller dans les manifestations mourides, c'est pas du tout une surprise. On a juste eu un peu de Touba à Dakar. Et ça, voilà. L'analyse comme ça. Voilà. Alors, il y a cet aspect de Massalikul Jinan qui fait l'unanimité pratiquement, en tout cas au sein des confréries au Sénégal, chez les musulmans, mais il y a quand même des critiques. On peut parler de ce membre du Front National Français, mais également certainement d'autres Sénégalais qui s'étonnent un peu qu'on puisse mettre plus d'une vingtaine de milliards sur un édifice comme ça, alors que quand même
même on a la pauvreté dans pratiquement toutes les rues de Dakar, et je ne parle pas des autres parties du pays. Je pense que c'est une rengaine proprement coloniale. À l'époque déjà, au moment des investissements qui concernaient la confrérie à l'époque coloniale, il y avait déjà cette crainte des autorités coloniales de l'époque de voir que leurs impôts ne rentrent pas, que ça soit du gaspillage, que les gens se privent pour cotiser, se privent pour donner la hadiya. Il y avait déjà ces craintes-là et ces préoccupations au moment de la colonisation. Je n'entends que les mêmes choses. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont une logique de vie ou une logique civilisationnelle tournée complètement vers le matérialisme, vers l'hédonisme, manger, boire. C'est pas notre logique. Pour nous, le plus important, c'est de préparer l'au-delà et de servir Dieu à travers ses créatures. Dans cette logique-là, il est très normal que nous nous privions pour investir ça dans des ouvrages d'intérêt public, dans des ouvrages pour renforcer notre foi ou pour renforcer notre culte. Pour moi, c'est tout à fait logique. Et donc, il faut, ce genre d'événement nous permet aussi de perdre nos complexes. Montrer que c'est nous qui sommes sur la bonne voie. Nous étudions beaucoup les grands courants d'idées dans le monde. Aujourd'hui, tous les courants d'idées sont en panne. Ils sont en panne parce qu'ils veulent fonctionner sans Dieu, sans tous les aspects métaphysiques. Et pour moi, c'est pour ça qu'elles n'ont pas d'avenir, que ces courants-là n'ont pas d'avenir. Et que justement, notre souci d'accéder à la volonté du Créateur, d'aller de travailler comme si nous devions mourir demain, ou de prier comme si nous devions mourir demain, mais de travailler également comme si nous ne devions jamais mourir. Ce hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, c'est une philosophie de vie et il faut que nous perdions tous nos complexes par rapport à ça. Vous parlez tout à l'heure de modèle économique. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un modèle économique mouride, à l'instar du libéralisme, par exemple, et qu'on doit transposer le modèle économique mouride au niveau national pour pouvoir s'en sortir. Je le compare souvent à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, dans nos différents pays, nous avons maintenant des ministères de l'économie sociale et solidaire. Parce que, justement, ces secteurs-là prennent une place de plus en plus importante dans les structures économiques, les entreprises, la responsabilité sociale d'entreprise. Donc, il y a une nouvelle prise de conscience que l'économie ne peut pas se résumer à l'économisme, qu'on ne peut pas tout tourner vers la compétition, la finance, la monétarisation, tout ça. Donc, et dans le modèle mouride, c'est un modèle qui se base sur l'éthique, le travail, mais l'investissement dans la solidarité. Mais tout ça sous-tendu par la science et le volontarisme. Et pour moi, c'est quelque chose que nos pays doivent complètement adopter comme modèle économique. Que nos universités doivent apprendre à enseigner, que les étudiants qu'on veut transformer en entrepreneurs puissent aussi être imbus des valeurs à partir desquelles tout ce modèle économique est construit. Alors, l'ouverture de Massalikul Jinan, c'est également ce séjour du khalife général des Mourides à Dakar. On a comme l'impression qu'à partir de ce séjour-là, il y a un souffle nouveau dans le pays. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une période d'avant et une période post-Massalikul Jinan, comme le disent certains? Sans doute. J'espère que le khalife va venir chaque année parce que si ça nous fait autant de bien, si il insuffle, sa présence insuffle quelque chose de nouveau, je pense que c'est une bonne chose. Il y aura sans doute un avant et un après Massalikul Jinan puisque Dakar change.
Mais ce que j'espère, c'est que le changement physique, donc la construction d'une mosquée avec son esplanade, ses lumières et tout ça, soit aussi le prétexte pour que l'esprit qui a présidé à l'inauguration de Massalikul Jinane, plus de propreté, plus d'organisation, plus de solidarité, soit quelque chose qui déteint sur tout Dakar et sur tout le pays. Alors, l'esprit justement qui a présidé à l'ouverture de cette mosquée-là, c'est cet esprit-là qui guide un peu, qui constitue la charpente du discours du khalife général des Mourides. Il s'est adressé aux deux présidents, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il a dit des mots qu'on peut comprendre aisément. Il s'est adressé aux talibés, il s'est adressé aux musulmans en général. Est-ce que là, à travers ce discours-là, il y a des raisons de se dire que le Sénégal est peut-être à l'abri de certaines divergences qui créent des conflits dans d'autres pays? Oui, je crois que ce qu'on a appelé le contrat social sénégalais, que toute la littérature a considéré comme le principal facteur de stabilité du pays, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité. C'est une réalité qui plonge ses racines dans notre histoire. Dans notre histoire déjà, les royaumes étaient souvent aussi encadrés par des religieux. Les rois de l'époque étaient conseillés par des religieux, étaient orientés par des religieux. Et ce qu'ils donnaient en échange aux religieux, c'est parfois des concessions foncières, des avantages, pas loin des capitales des royaumes. Il y a tout un ensemble de villages, de création qui relèvent de cette réalité historique. Pendant la colonisation, c'est la même chose. Le colon lui-même, avec sa culture étrangère, même lui a compris finalement que au Sénégal, on ne peut pas s'implanter, on ne peut pas travailler avec les populations si on ne s'appuie pas sur les autorités confrériques. L'indépendance est venue pour renforcer ça. On a vu les relations entre Senghor et les responsables des confréries. Cette relation entre ces deux sphères ont toujours été très très importantes et ont structuré le vivre ensemble sénégalais. Est-ce que cela veut dire que les religieux ont un rôle ou des rôles à jouer, ou bien alors c'est les politiques, comme le prétendent certains, qui utilisent les religieux pour parfois solder des comptes ou bien se sortir de l'impasse peut-être? Les politiques instrumentalisent les marabouts, les maisons confrériques, ça c'est certain. Mais pour moi c'est aussi un marché de dupes, puisque je l'ai écrit d'ailleurs il y a longtemps. On a des hommes politiques qui le voient, essaient toujours de trouver la bonne personne, les bonnes relations. Je vois que la nouvelle tendance actuellement, c'est la conversion, devenir mouride. Absolument. Donc, ils le font pratiquement. Voilà, tous. Mais les marabouts ont eu dans notre histoire 3 fonctions. Une fonction de guide, une fonction tribunicienne, donc de tribun, de prise de la parole pour l'intérêt général, mais aussi une fonction de régulation. À chaque fois qu'il y a des grands conflits, qu'il y a des conflits latents qui nécessitent leur sortie, ils sortent, ils parlent, ou bien même ils agissent. Et là, je peux dire que parfois, ce qui est apparu comme spectaculaire réussite avec Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est parce que aussi le conflit était très dur. Les orgueils, les égos étaient très accentués et ça a surpris tout le monde. Mais je veux dire que les khalifes ont toujours été dans ça, ont toujours noué les bonnes relations et organisé les dialogues, que ça soit apparent ou de manière cachée. Et c'est pour ça que fondamentalement on a cette stabilité, puisqu'il y a toujours ces autorités qui sont écoutées en fin de compte. Peut-être une dernière question, ces autorités qui sont écoutées en fin de compte, quand on lit par exemple les réseaux sociaux, les commentaires sur les guides religieux, parfois on a des craintes, on se dit que les Sénégalais n'écoutent pratiquement plus les marabouts, leurs paroles sont critiquées, contestées parfois avec des mots pas du tout courtois, mais quand on voit ce qui s'est passé à Massalikul Jinane avec le séjour de Serigne Mountakha Mbacké, on a
envie de dire que quelque part, contrairement à ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, les marabouts gardent quand même une certaine autorité sur la société sénégalaise. Je crois que fondamentalement, cette autorité des marabouts reste puissante, même si elle est aujourd'hui perturbée par beaucoup de facteurs, dont nous, on a beaucoup craint il y a 30 ans que l'urbanisation généralisée, le fait que les gens partent à l'étranger, que ça soit aussi une menace dans cette relation marabout-disciple. Oui. Mais les réseaux sociaux sont effectivement une nouvelle menace. Mais n'oublions pas que c'est un microcosme. Oui. Quand nous sommes dans ces 10 000 personnes qui sont dans nos différents réseaux, on a l'impression que c'est le monde entier. Alors que dès qu'on sort de Dakar, on a des villages, on a des centres urbains, on a beaucoup de gens qui n'écoutent que les marabouts. Et ça aussi, c'est... Et mais il y a beaucoup de clichés sur les marabouts. Globalement, c'est le monde des clichés. Absolument. Beaucoup de clichés sur les marabouts. On pense qu'ils sont là, qu'ils bouffent l'argent des Sénégalais, qu'ils bouffent l'argent de l'État. Certains les traitent de fainéants et tout ça. Alors qu'ils se tuent tous les jours au travail pour réaliser des choses comme ce qu'on a vu avec Massa Adekoudia. Merci à vous, Cheikh Gueye. Vous êtes l'invité de cette édition du soir. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. Et c'est d'abord la rubrique Vue du Net avec Assane Gueye. On va continuer à parler de ce sens que doivent avoir les Sénégalais dans l'anticipation, dans la planification. Et il y a un des membres du CIO qui a été très très critique avec les Sénégalais sur ce thème précis. Moustapha, il s'appelle Antonio Gucci et c'est un collaborateur du Comité international olympique. Il parlait de l'organisation des JOJ 2022 à Dakar. C'était avec les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc que Dakar va accueillir à l'horizon 2022. C'était en face de nos confrères de RFI et il a donc fait une déclaration catastrophique pour certains internautes et en disant que ce qui est sûr, c'est qu'on sait que la planification, l'anticipation, ce ne sont pas, n'est pas forcément une culture sénégalaise. Donc des propos qui ont choqué certains internautes car on n'a pas entendu la réaction des autorités en charge du CNOS, des autorités en charge du ministère des Sports, ministère des Sports, entre autres, au ministère de la Jeunesse, entre autres. Et ça a surpris, mais aussi ça a fait mal nos amis. Là, on est, Dr Cheikh Gueye, dans les stéréotypes, la généralisation facile peut-être. Au Sénégal, on a connu des ministères de la planification, des ministères de la modernisation de l'État, mais parfois on a l'impression qu'on n'est pas également trop fort dans ce domaine-là. Oui, je pense qu'il a tort dans la forme. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire de manière officielle comme ça et en généralisant. Mais il n'a pas tort aussi parce que c'est l'un de nos points faibles. Nous avons, notamment au niveau de nos États, même avec toutes ces structures de planification, mais on les a vus disparaître à un moment donné. Et tous les problèmes, toutes les contraintes que nous connaissons aujourd'hui dans notre vie quotidienne sont le résultat d'un manque de planification, de manque d'anticipation. Pourtant, au niveau communautaire, on ne peut pas dire que le Sénégalais, lui, manque d'anticipation. Nous anticipons tous nos retraites. Nous anticipons la Tabaski. Le Magal. On anticipe tout. Nos collectivités, nos communautés, nos confréries sont des champions de l'anticipation. Est-ce que ce n'est pas ce manque d'anticipation-là des autorités en général qui fait qu'aujourd'hui, quand il pleut à Dakar, on ne circule pas facilement, les rues de Dakar sont inondées? Ben oui, je pense que la moindre des choses, c'était déjà il y a 30 ans, il y a 40 ans, d'anticiper que Dakar va avoir 2 millions d'habitants, maintenant 4,5 millions. Et d'avoir des grandes rues, d'avoir une prévision sur les infrastructures. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup suivi nos structures de planification, notamment en termes d'aménagement du territoire en tant que géographe. On a eu le PNAT, le Programme national d'aménagement du territoire. Il a été fait pendant 10 ans et il est resté 30 ans sans être appliqué. Après ça, on a actuellement l'Agence nationale d'aménagement du territoire qui a beaucoup travaillé, mais entre ce que l'agence décide
Et ce que les politiques font à la présidence. Parfois, il y a des... Maintenant, les commentaires des internautes, Hassan, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous commençons donc avec Moustapha Djerhati qui écrit que l'organisation des JOJ de 2022, Antoine Gucci insulte le Sénégal. Selon Antoine Gucci, un proche du CIO, la planification, l'anticipation, ce n'est pas forcément une culture sénégalaise. Le CNOS et le ministre de la Jeunesse doivent exiger du CIO une condamnation ferme et des irresponsables propos de son collaborateur et des excuses publiques au peuple sénégalais pour ce manque de respect à l'égard de notre pays. Malheureusement, ceux qui font la courbette face au fouettard FMI vont encore dire que l'État du Sénégal doit être encadré pour réussir ces JO de 2022. Honte à ceux qui ont honte d'avoir honte, conclut-il. Et Amadou Tidjane Si qui dit que va-t-on laisser passer sans broncher les propos racistes de Gucci, du CIO? Comment à ce niveau de responsabilité peut-on répéter de telles inepties basées rien que sur des stéréotypes? Et Moussa Diop, pour moins que ça, d'autres ont été poussés à la démission. De tels propos sont inacceptables, tout comme notre silence, ajoute-t-il. Abdou Khadr Lo, ce qui fait mal, c'est que ça vient de la bouche d'un étranger, mais nous savons tous que la planification et l'anticipation ne sont pas notre fort. Où en est le TER qui devait démarrer sa commercialisation en juin? C'est extrêmement rare que nous délivrons dans les délais, surtout dans le public. Omar Mboup qui dit que ce fameux mythe du nègre paresseux sécrété par l'ethnologie coloniale et recyclé dans les discours afro-pessimistes doit être pris au sérieux. Nous passons sous silence ces théories essentialistes et racistes alors qu'elles méritent une déconstruction systématique. Mor Mbengere qui dit que le fait que les autorités concernées ne réagissent pas spontanément à cet affront montre le peu d'estime que nous avons de nous-mêmes. Merci Tidjane d'avoir relevé Boubacar Tal qui dit que la balle est dans notre camp. Je nous donne rendez-vous tous en 2022, faisons en sorte de démentir Gucci. Tout le reste ne sera que spéculation et dénégation inutile. Qui plus est, nous savons tous que nombre de nos projets se figent à la phase de gestation, alors qu'un projet est par définition une anticipation sur le réel. Justement, cet énergumène nous donne l'occasion de nous pencher sur nos défauts. Il y a certes des gens hyper organisés chez nous, mais collectivement, ce n'est pas le cas. Travaillons et arrêtons de nous voiler la face, conclut Boubacar Tal. Moustapha, et c'est avec lui que nous allons conclure. Grand merci à vous, Hassan Gueye. Merci également à vous, docteur Cheikh Gueye. Mesdames et messieurs, c'est avec Hassan Gueye que nous allons vous quitter, mais nous allons donc écouter la revue de la presse en ligne avec Safiatou Cissé. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne chaque soir pour vous présenter cette édition du soir. Bien à vous. Bonsoir. Maître Kassimou Touré assume sans coup férir avoir introduit la demande de grâce pour Khalifa Ababacar Sall et compagnie alors qu'il n'est pas l'avocat de l'ex-maire de Dakar. La robe noire risque